Bonjour les amis, bienvenue à Manger c'est beauté. Nous sommes dans le vignoble bordelais, nimbé de l'or du soleil. Vignoble bordelais qui est le premier employeur de la Gironde qu'on va visiter ensemble aujourd'hui. Un soleil qui nous réchauffe, peut-être trop pour les raisins. Ce matin c'était différent, c'était les brumes de la Garonne. Alors on est sur la Gironde et j'ai rendez-vous avec Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde, vice-présidente du Sénat, qui va me faire découvrir son beau département et les gens qui l'animent. Bonjour Madame la sénatrice. Bonjour Vincent. Merci de m'accueillir. Bienvenue à bord et à Bordeaux, et à en Bordeaux. Gironde. Donc Bordeaux est de plus en plus tourné vers la Garonne. Oui, tout à fait. Ça a été un des enjeux de la renaissance de Bordeaux vue par Alain Juppé. Et ce matin, on est dans une brume qui sent un petit peu la fumée, le charbon de bois quand même. Oui, nous avons des reprises de feu malheureusement. On a connu ça tout l'été et on est encore sur une saison où nous avons à faire face à ces problématiques. Alors, native de région parisienne, tout de suite partie en Aquitaine, dans le Périgord. Oui, j'avais 3 ans quand mes parents ont décidé de déménager pour se rapprocher du travail de mon père qui était représentant dans ce secteur et ma maman femme de ménage. Les études, en revanche, direction Bordeaux? Oui, des études de droit qui m'ont amenée en Gironde et ensuite à m'installer dans cette merveilleuse ville. J'ai fait du droit pour rentrer dans la police et en fait je suis effectivement rentrée en politique. J'ai été assistante parlementaire et ensuite j'ai eu différentes missions dans des collectivités territoriales locales pour assister des politiques. Bon, et puis il y a toujours une transmission verticale hein, dans ce monde de la politique, donc certainement des gens qui ont marqué votre carrière et votre jeunesse. Alors j'ai commencé en Dordogne avec Yves Guéna et puis je suis arrivée ici, j'ai rencontré Jacques Chaban-Delmas, mais j'ai aussi rencontré le Parti radical valoisien à l'époque. Ensuite rencontré Jean-Louis Borloo qui m'ont mis le pied à l'étrier pour me dire tu as assez porté les valises des autres, il faut maintenant que tu joues un rôle de premier plan. Valoche. C'est ça. Et du coup, Alain Juppé m'a tendu cette main et m'a proposé de le rejoindre dans son équipe en 2008. Et vous avez été maire adjointe. Oui. Et on va d'ailleurs là vers votre zone de Bordeaux. Oui. Qui s'appelait avant le quartier Bordeaux-Nord et qui a été rebaptisé le quartier Bordeaux-Maritime, justement en l'honneur du fleuve et de cette renaissance. Et alors, on voit émerger 2 piliers, un peu comme le pont de Londres, mais de façon plus moderne. C'est le pont qui porte le nom d'un de vos mentors. Oui, le pont Jacques Chaban-Delmas, qui a un tablier levant. Nous sommes presque la dernière destination à accueillir des paquebots de croisière jusque dans son centre-ville. La politique est une chose très importante dans votre vie. Il y a une chose aussi qui prend une place prééminente, le vin. D'ailleurs, on m'a dit que vous aviez un diplôme de dégustatrice. Effectivement, j'ai passé le diplôme universitaire d'aptitude à la dégustation, qui est décerné par la faculté de Bordeaux et qui m'a permis de pouvoir assembler nos vins à la propriété. J'espère qu'on va lever nos verres plus d'une fois aujourd'hui au cours de ce périple. C'est le geste qui sauve. Levez le coude et vous sauverez un viticulteur. Alors Nathalie Delattre, vous avez toujours été une centriste. Le portefeuille à droite, le cœur à gauche? En fait, je suis et de droite et de gauche. D'un côté, aujourd'hui, ce qui crée la valeur ajoutée de la France, ce sont les entreprises. Mais tout ça peut être très précaire. Et du jour au lendemain, on peut se retrouver dans des situations difficiles et donc il faut savoir mettre en place des amortisseurs sociaux. Et en fait, la politique, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Donc Yves Guéna serait heureux de vous entendre aujourd'hui et de penser que le gaullisme social perdure. Tout à fait. Allez, direction le bassin d'Arcachon où nous attend Olivier, un ostréiculteur très engagé, puis Saint-Loubès où Emmanuel Fabre, la maire de la commune, se bat pour que sa cantine de l'école soit la plus locavore possible. Et puis on rencontrera Florian, un jeune chef reconverti dans le maraîchage il y a tout juste un an, et Cédric, éleveur du fameux agneau de Pauillac qui a développé en plus une activité fromagère et viticole pour arriver à s'en sortir.
Enfin, direction la cuisine de Thierry Renoux, chef étoilé, qui nous prépare une recette 100% girondine. En route. Donc en fait, vos packs à 8 sont vraiment en face de la dune du Pilat, on ne peut pas faire plus près. Hein. Ouais, il est en face. Olivier, d'abord, combien il y a d'ostréiculteurs qui travaillent sur cette parcelle, on va dire, sur ce banc? Alors sur le banc d'Arguin, l'ensemble des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon ont une parcelle. Ouais. Et sur le bassin d'Arcachon, on est à peu près 300 exploitants. Il y a à peu D'accord, près, 300 ostréiculteurs. 300 entreprises, on produit entre 10 et 15 000 tonnes d'huîtres par an, ce qui amène une vraie valeur économique pour le territoire, mais c'est une forte valeur identitaire et patrimoniale, quoi. L'ostréiculture sur le bassin d'Arcachon est l'une des plus vieilles ostréicultures en France. Donc ça, ce sont des cages d'eau profonde. L'ostréiculture, c'est un métier très difficile. C'est physique, hein? Où on est souvent courbé, chaque poche fait entre 10 et 15 kilos. Ouais. Là, l'avantage à ça, c'est qu'en fait, on ne descend pas dans la mer. Ce sont les cages qui viennent à bord du bateau, à l'aide de la grue. Ça a été inventé ici, ça? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de faire aussi évoluer ce métier, parce que ce métier, on dit souvent, les jeunes, ils foutent rien, ils ne veulent pas travailler. C'est faux. Les jeunes, ils veulent travailler. Mais ils veulent dans des travailler conditions dans supportables. d'autres conditions. Voilà, ça, ce sont les jeunes pousses. Ouais. Et c'est ce qu'on vient rechercher ici. On voit, on est parti d'une huître qui avait cette taille, et tout ça, c'est de la nouvelle pousse. Ah ouais. Ouais. C'est quoi chimiquement comme substance, la coquille Calcaire. d'huître? C'est du calcaire. Ah non, mais nous, Comme le marbre, comme les falaises, c'est du calcaire. nous, on est sur un produit 100% naturel. Ouais. On est bio par nature. On ne peut vous proposer que ce que la nature nous offre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a de bonnes conditions, alors évidemment, il faut la main de l'homme, il faut qu'on les travaille bien. Il n'empêche que c'est quand même la nature qui fait 70% du travail, quoi. Alors attention, c'est pas un vrai couteau à huître. Non, non, j'ai dit non, c'est couteau commando celui-là. Alors là, on voit les huîtres, elles ont quasiment pondu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Parce que quand elles sont très laiteuses, qu'elles sont en phase de ponte, à travailler, c'est compliqué. Elles sont très fragiles, très vulnérables. Et moi, j'ai appris à les ouvrir pour pouvoir les déguster. Parce qu'un des freins, effectivement, à la consommation des huîtres, c'est ça. Ben, c'est l'ouverture, c'est sûr. Moi, quand je vais chez des copains, je rêverais d'être viticulteur. Le viticulteur, il arrive, il ouvre la bouteille, c'est fait. Oh, il peut péter le bouchon. Si hein. c'était aussi simple. Quand tu as 6 douzaines Avant de d'huîtres à mettre en ouvrir. bouteille. Mais par contre, moi, je leur dis, allez, préparez l'apéro, laissez-moi faire. Moi, j'ouvre les huîtres. Ah, ça me saoule de voir les huîtres mal ouvertes. Je supporte pas. Oui, avec des petits bouts de coquille Ben ouais. dedans, etc. Délicieuse, bravo. Un pur moment de bonheur. T'as même pas craqué. Preuve qu'il n'y avait pas le moindre petit morceau de coquille. Alors qu'est-ce que c'est ici? On se trouve où là, Olivier? Donc ça, ce sont des anciens parcs à huîtres. Donc c'est plus de 1000 hectares qui sont à réhabiliter. La particularité du bassin d'Arcachon, c'est que c'est une écloserie naturelle. De par sa configuration, les huîtres, c'est une nurserie, c'est la plus grosse nurserie d'Europe. Et là, on commence à en voir. Vous voyez les points noirs là, comme les poils d'une barbe? Donc ces huîtres, elles sont vivantes, elles vont se développer. On vient dans 2 ans, le bloc il sera comme ça. Chaque huître va faire 80 grammes, il y en a 100, ça fait 8 kilos. Et là, elles sont toutes en paquet. D'un point de vue économique, on ne peut pas récupérer ça. Le vrai problème, c'est que ces huîtres vont épuiser la ressource, le plancton, le phytoplancton C'est ça. qui nourrit les huîtres, les vôtres. C'est 10-15 000 tonnes d'huîtres que les entreprises arcachonnaises produisent par an. Et c'est 60 000 tonnes d'huîtres sauvages qui sont là, vivantes, et qui se nourrissent tous les jours. Et qui ne seront pas récoltées. Une huître, ça se vend. Déjà, il faut qu'elle soit ronde. Là, elle est longue. Plus une asperge que... Évidemment, comme elle était serrée, elle a voulu pousser, elle a poussé en longueur. Donc ça, c'est très peu vendable. Nous, producteurs, on essaie de faire une huître ronde et creuse. Ici, on vient de nettoyer 34 hectares. 34 hectares 34 hectares que sur cette Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient avec des pelleteuses, des tracteurs? Ouais, pour faire simple, c'est un travail de terrassement. À l'échelle du bassin, combien il y a d'hectares de friches, imagine-t-on, ou a-t-on calculé, qui devraient être nettoyés, dans le meilleur des cas? Globalement, il y a environ 1000 hectares. Nous nous sommes fixé l'objectif de réhabiliter 75% des friches ostréicoles. Donc ça veut dire 750 hectares à l'échelle des 10 ans.
la mer est en train de remonter. On va pas pouvoir repartir là. Vous avez amené votre maillot de bain? Pas là. Il est malheureusement sur le bateau. Je vais chercher le bateau, ça sera plus judicieux. Ouais, vous nous oubliez pas, Olivier, quand même. Non, je reviens. Ouais. Je reviens. On a connu des histoires de ce genre du côté du Mont-Saint-Michel. Madame la sénatrice, c'était formidable, hein, cette balade sur le banc d'Arguin. Et là, direction la cantine. Où ça? Alors nous allons à Saint-Loubès, c'est au nord de la métropole de Bordeaux. Et nous allons rencontrer Madame le maire. Ce que je vais vous montrer, Vincent, c'est le travail qui est fait autour du gaspillage alimentaire et l'introduction des circuits courts dans nos cantines. Alors Sabrina, je sais qu'ici, vous n'êtes pas 100% bio, mais bio au maximum, hein, qui est un gage de qualité et sanitaire et gustatif, et aussi le plus locavore possible quand c'est possible. Tout à fait. On essaye d'aller au plus près de ce qui est la Nouvelle-Aquitaine. Je me renseigne de l'achat des fruits frais, des légumes frais auprès de mon fournisseur, où on a fait venir de la pomme de terre de la commune bio, un fournisseur aussi de fruits, de pommes. Qui se trouve aussi sur Saint-Loubès. Donc après, on est content d'avoir des fournisseurs plus humains, on va dire, que des grandes centralisations d'achat. On essaye d'avoir de la bonne matière première pour pouvoir bien travailler. Au prix le plus juste, hein, parce que c'est important. Hein. En fait, la concurrence entre les cantines, Bordeaux et Mérignac, qui assurent des milliers et milliers de repas, ben, en fait, ils pillent un peu les ressources bio de l'ensemble de la Gironde. Donc tout le défi, c'est que les 533 autres communes puissent elles aussi accéder au bio. Et c'est ça le plus difficile. Parce que le bio, et puis il y a aussi la différence, le bio, mais aussi, moi, ce que je développe, et vraiment où là j'aimerais qu'on mette l'accent, c'est le kilomètre zéro. Parce que le bio qui arrive des États-Unis n'a aucun sens. C'est vraiment qu'il arrive du local, quoi. Oh, ça y est, le restaurant se remplit, j'ai l'impression. Salut les garçons. Salut. Vincent les impressionne quand même. On a lâché des petits fauves et ils ont très faim, je peux vous dire. Un peu comme nous d'ailleurs. Hein. Oui. Bonjour, je peux m'asseoir là? Ouais. Bonjour. On n'a même pas commencé, que vous avez déjà fini, mais vous êtes des rapides, vous, mais attends, vous êtes drôlement rapides. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils avaient faim, donc... Emmanuel, c'est quoi le ticket moyen ici? C'est 2,70 €. J'imagine que ça couvre à peu près les matières premières. Oui, ça couvre effectivement. Alors, qui assure le coût de personnel, les frais de structure, etc. C'est la mairie? Alors, c'est clairement, oui, c'est déficitaire. Hein. Une cuisine comme celle-ci, elle est déficitaire, forcément. Donc, c'est un choix politique hein, vraiment. D'investir de l'argent dans un repas de qualité auprès des enfants. En fait, on parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté alimentaire et on pense à l'échelon national et parfois même européen. Nous sommes propriétaires de 10 hectares avec formidable. Un château et une maison de maître. Et donc il y aura 6 hectares dédiés au maraîchage pour faire pousser les légumes qui seront dans l'assiette des enfants. On aura une capacité à faire une grosse partie de nos légumes. Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'à la maison? Je les ai laissés à la cantine parce que j'avais des restes. J'ai appris qu'il y avait des poules. Petit. Viens ma belle. Viens ma belle, viens. Mais c'est la bonne purée de la cantine. Et avec ça, au moins, il y aura de bons œufs. Alors vous voyez Nathalie, c'est vrai que moi je comprends la demande d'avoir une offre vraiment locavore, mais encore faut-il la trouver, et notamment chez les producteurs de fruits et légumes. C'est pour ça que je vous emmène voir Florian, qui est un jeune maraîcher qui a répondu à un appel d'offres du conseil départemental pour s'installer vraiment à proximité des cantines scolaires qu'il servira bientôt, on l'espère. Il démarre juste. Oui. Très bien. Bonjour Florian, vous allez bien? Corvée de patates? Ah ben oui. Donc vous êtes au début de votre exploitation? Oui, ça fait 1 an qu'on est installé là. Et ça va, c'est bien lancé. Un jeune comme vous qui veut démarrer dans le métier a été obligé de passer par un appel d'offres pour trouver de la terre ici en Médoc? Oui, parce que ici la terre se fait rare. Il y a beaucoup de monde. Bah, il y a du vin surtout, hein, partout autour. Il y a beaucoup de vin aussi. Beaucoup de vignes, mais bon, après c'est ce qui fait la beauté de cette région. Après, tout terrain se travaille. Hein. Là, ici, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensaient pas avoir autant de légumes. Et au final, si on fait les bonnes choses et qu'on apporte pas mal de matière organique,
Il n'y a pas de souci, ça pousse. Ici, vous exploitez sur quelle surface? Je suis sur 7000 m². D'accord. Ouais. Donc 0,7 hectares. Tout à fait. Vous êtes tout seul. Ça veut dire que pour exploiter, il n'y a même pas quelqu'un qui vous donne un coup de main? Non, non, non. Vous me diriez, j'ai un potager. 200 mètres carrés. Je dirais, c'est déjà du boulot. Ouais. Mais là, on est en train de parler de 7000 mètres carrés exploités. Depuis le semis, le repiquage, désherber, arroser, vous occupez les plants et le ramassage, tout seul. Tout seul. C'est ça. C'était ça le Mais projet? ça, ah mais bien sûr. Mais en fait, les maraîchers qui sont diversifiés à l'heure actuelle, sur des surfaces comme la mienne, généralement, ils sont tout seuls au début, parce que c'est les premières années, on ne peut pas se payer. Déjà, on ne peut pas se payer et on ne peut pas payer d'employés. Notre devise, c'est travailler plus pour gagner moins. Ah bah ça, faut vouloir. Hein, Faut mais vouloir. alors, c'est quoi la compensation? La compensation, vous l'avez devant Le vous. cadre de vie. J'ai juste à faire quelques pas et je suis dans mon champ. Je n'ai pas besoin de prendre de voiture, quoi que ce soit. Et ça vous rend heureux? Ouais. Même si les fins de mois sont difficiles? Ah oui, complètement. Et peut-être aussi le fait de dire que vous faites le bien pour les autres aussi, vous Aussi. participez à, Il y a à la bonne santé forcément- de la population? Ah, exactement. Et ça, on le voit à la vente directe. Les gens, on a beaucoup de remerciements, enfin tout le temps, pratiquement toutes les ventes, on a des remerciements. Et c'est ça qui motive aussi. Les commercialisations, donc vous vendez directement ici à la propriété. Vous allez livrer des cantines. Je vends à 2 magasins. Il y a un magasin des producteurs qui regroupe justement un peu tous les producteurs de Gironde et autres. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez, Cagette aussi. Et je pense qu'il faut plusieurs systèmes aussi. Ouais, pas mettre ses billes dans le même Pas panier. mettre, voilà, C'est pas sûr. avoir qu'un système de commercialisation parce que déjà on ne pourra pas tout écouler, c'est quasi impossible. Je regardais votre terre. À 95% du sable. Du coup, dans des années sèches comme celle-ci, l'eau est un vrai problème, non? Cette année, j'ai pas forcément plus arrosé que ça. Hein. Après, il y a les variétés aussi un peu plus résistantes, donc il faut jouer avec ça aussi. Merci Florian. Ben de rien, avec plaisir. Bonne journée. Merci. Vous cassez pas trop le À dos dans les bientôt. patates, hein? Non, non, vous inquiétez pas. Nous visitons Cédric Pérez, qui est Ouais. éleveur viticulteur. Et nous allons rencontrer aussi son président de la filière de l'agneau de Pauillac. Ah, il fait des agneaux, C'est très cela. bien. Et là, c'est le garde-manger. Vous avez vu tout ce foin? Oui. Bonjour. On peut entrer? Oui, venez, rentrez. Merci Vincent. Allez, allez, allez. L'IGP Agneau de Pauillac, elle existe depuis quand? L'agneau de Pauillac est une marque qui a été déposée en 1988. Il faut qu'il soit né en Gironde. Un. Un éleveur contrôlé sous le label Agneau de Pauillac. Comme Cédric. Comme Deux. Cédric. OK. Deux. Qu'il soit à l'abattage, qu'il soit contrôlé et certifié Agneau de Pauillac. Avec un abattoir qui est dans la région? Oui, aujourd'hui nous abattons à Bègle puisque nous avons Ah bah voilà. notre propre outil d'abattage. Voilà, Alors, local. local. Pour vous qui êtes éleveur, quel a été l'attrait de travailler l'agneau de Pauillac plutôt que simplement de l'agneau français ou l'agneau hors appellation? Mais l'attrait, c'est surtout que sur la Gironde, on a ce label. Donc, qui dit IGP dit un agneau rémunéré un peu plus cher pour les éleveurs. Ouais. Combien? Donc, on est à 9 € du kilo. Attention, quand on dit 9 € du kilo, on parle de la carcasse, avec les os et tout ce qui ne se mange pas. Voilà. Donc n'estimez pas que vous allez retrouver votre agneau de Pauillac à 9 € chez votre Non, vendeur. pas du tout, Non, pas du tout. là on C'est- parle prix départ carcasse. OK. Et à l'éleveur. Payé à l'éleveur. Et est-ce que ça c'est suffisant pour en vivre? Il faudrait un peu plus, mais déjà, c'est déjà bien parce que en Gironde, cette filière-là, c'est notre porte-drapeau. Il faut la faire évoluer, la faire avancer, avoir des jeunes qui puissent reprendre des exploitations ou créer des exploitations comme moi je l'ai fait. Et installer des jeunes, ça c'est un vrai problème quand on parle justement de foncier. Hein. Oui, effectivement, le partage du foncier est d'une des clés de l'installation de nos jeunes agriculteurs ici en Gironde. Cédric, d'ailleurs, montre cette diversification. Il a su allier élevage et viticulture. Donc, je pense que c'est l'avenir. Et on a cette problématique d'incendie ici en Gironde. Il faut qu'on regarde si l'on peut regagner aussi sur cet espace forestier, planté, mais sous les plantations, pouvoir aussi élever nos brebis. Avant, les exploitations agricoles en Médoc, c'était un peu de lait, un peu de céréales, un peu de vignes. Il y avait un peu de tout. La viticulture est arrivée en force dans les années 70-75 et on a tout planté en ville.
vigne. Et je pense qu'on a fait une grosse erreur là, où les anciens ont voulu gagner de l'argent. Et toutes les exploitations ont été reconverties en monoculture. Combien ça vous a coûté ici? 160 000 €. La bergerie. La bergerie avec les tapis d'alimentation et tout le complet. Si je comprends bien, le prix d'une maison. En gros, oui. Et ces banques agricoles qu'on connaît bien, est-ce qu'elles sont là pour vous aider? Vous savez, quand vous allez voir le banquier, c'est jamais simple. Moi, je me suis battu pendant 3 ans pour arriver à avoir un bâtiment comme ça. Et avant? Ça n'a pas été fait. Avant, j'avais fait au moindre coût. On était sous des tunnels en bordure d'estuaire de la Gironde avec une grosse catastrophe en 2010 avec la tempête Xynthia où on a perdu des brebis, on a perdu du foin, on a perdu tout un tas de choses. Et vous remboursez votre crédit aujourd'hui? Il me reste, on finit en 2028 de payer ce bâtiment-là et il me tarde que ce soit fini. Ce que vous dites, c'est que c'est une affaire de personnes plus que d'algorithmes. Hein. Il faut trouver le bon interlocuteur. Bon, on parle, on déguste pas beaucoup. Hein. Oui, moi j'aimerais bien déguster la tome de brebis de Cédric. Eh bien avec plaisir, on y va. C'est vrai qu'il est... Franchement, bravo. Hein. C'est bon, hein, elle n'est pas trop salée. Elle est... Non. Pour moi, c'est parfait. Excellente. C'est assez rare quand même de faire les trois à la fois, la viande, le fromage et le vin. Ouais, mais moi je dirais bien, on est bien en Médoc. On est bien en Médoc. Ça vous va, Nathalie? Je confirme. On était dans l'Agneau de Pauillac, très belle région viticole. On va voir des viticultrices, mais pas à côté d'ici. Ah non, à l'autre bout du département, dans le pays foyer. Nadège et Laurence Impérial, ils sont deux sœurs qui ont racheté le domaine à leur papa. L'enjeu de la transmission est aussi un enjeu compliqué ici. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez en train de vendanger un petit peu comme ça à la sauvette? Nos vignes qui ont été fragilisées cette année. Eh oui, bien sûr. On le fait à l'ancienne. Voilà. Madame la sénatrice, il faut dire qu'on sort d'une période pour la viticulture, et notamment dans la région, compliquée là, depuis 2 ans et demi, 3 ans. Il y a tout eu. Oui, c'est vrai qu'on a cumulé les crises. La Covid, bars et restaurants fermés, crise financière, hein, puisqu'on a eu la taxe Trump et des problématiques de marché aussi chez les Chinois. Et puis, la crise climatique, avec en quelques mois, le gel, la grêle, le stress hydrique, la canicule. Est-ce que c'est l'angoisse, la vendange cette année? Enfin, est-ce que vous êtes tendu? Là, on a passé, je pense, notre premier jour de... Donc, on a ramassé les blancs déjà il y a 10 jours. Et on a commencé les rouges mardi. Je pense que c'est une des pires journées de vendange que l'on ait faite. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est au chai, on attend, et il n'y a rien qui arrive. On a suivi un grand nombre d'hectares lundi. Avec ce nombre d'hectares, on faisait 3 cuves, pour vous donner un ordre d'idée. On n'a pas réussi à en remplir une à fond, comme on les remplit d'habitude. Ça veut vous n'êtes même pas à un rendement d'un quart par rapport à une année normale? Un tiers. Ah bon, ça va. Pas tout à fait un tiers. Non, ça va pas du tout. Non, ça va pas. Encore, si vous voulez, nous, on savait que la vigne grelée, on savait à peu près combien ça allait donner, puisqu'on a des experts qui sont passés pour l'assurance, donc on savait à peu près. Par contre, ce qui s'est rajouté, c'est ce stress hydrique. C'est-à-dire que même les voisins qui n'étaient pas grelés nous disaient « Non, mais tu as fait 20 hecto-hectares dans ta parcelle grelée, mais nous, où on avait 2 la vendange, on est à 35. Normalement, on est à 50, 60, on va dire, à Bordeaux de rendement. On a à peu près 10 hectares sur la propriété qu'on ne va pas vendanger. C'est pas la peine d'y passer. C'est à perte. Le rendement n'est pas suffisant. Il n'y a même pas une grappe par pied. Il n'y a pas une grappe par pied. Donc... Ça sera laissé aux oiseaux. Mais sinon, on aime ce qu'on fait. Alors là, c'est du jus de raisin encore. Tout à fait. Vous faites pas de jus de raisin? Non. C'est dommage parce qu'il est très bon. C'est peut-être des bouchées auxquelles il faut qu'on réfléchisse effectivement. Ouais. Donc vous voyez déjà la couleur, la différence en 48 heures. On a un nez qui est passé du jus de raisin à la cerise noire. Voilà. Exactement. Écoutez, je serais bien resté 3 semaines, moi, hein, pour goûter le vin nouveau, le vin à la sortie de sa fermentation, mais ça promet. Écoutez, Nathalie, on va retourner à Arcachon, ça me manque depuis ce matin. Et puis, je voudrais vous faire rencontrer un chef comme ça.
Bonsoir Thierry. Bonsoir, ça va bien? Alors je vous ai amené votre sénatrice, Nathalie Delat. Bonsoir, enchanté. On va faire travailler madame la sénatrice, on est Voilà, d'accord? on va déléguer aujourd'hui. Je vais essayer de faire ce que je peux. On va rôtir le pied de cochon avec une farce fine de volaille. Oui. En dessous, on a un petit os de pain de mie qui va apporter ce croustillant. J'essaye de réinventer justement des choses qui existent depuis très longtemps. C'est qu'à Noël, sur le bassin d'Arcachon, on fait la crépinette de porc avec les huîtres. Trouver ce muscle à couper. Hey. Et alors là, le petit claque de la charnière. Bah, Et c'est pas mal. Hein. Ah oui. Voilà. Alors maintenant, on va prendre les huîtres qu'on vient d'ouvrir et on va les enrouler de lard de colonnata. Donc avec un gras exceptionnel, hein. C'est vraiment le grand lard gras italien. Aïe au travail. Oh oui, bah, d'accord, je dis plus rien. Si je comprends bien. Au milieu. Ah bon? Elle suit, madame. Et on recouvre. On recouvre à part de la égale. moitié. Voilà. Voilà, et on referme en portefeuille en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Vous avez bien travaillé, Nathalie, hein, bravo. Ah ouais, dites donc. Il se passe un truc, hein. Est-ce que ça a encore un sens, le bio, à un moment où le pouvoir d'achat est tellement en baisse, où l'inflation flambe? Est-ce que ce surcoût, les Français sont prêts à l'accepter? Moi, je pense que c'est une tendance qui s'installe et qu'il faut arriver à convaincre les Français que, effectivement, il faut peut-être acheter moins, mais de qualité. Moins mais mieux? Moins. La viande comme mais pour le mieux. vin? Tout à fait. Et arriver à trouver ce point d'équilibre pour faire vivre nos agriculteurs. Donc il faut que nos consommateurs retrouvent les circuits courts, retrouvent cette envie d'aider nos agriculteurs. Et les aider, c'est payer quand même le juste prix. Mais effectivement, il faut savoir acheter convenablement et les portions nécessaires. Il y a un sujet qui vous est cher, Nathalie, c'est dans l'éducation à l'agriculture de nos jeunes, de ceux qui veulent acquérir de la terre pour être agriculteurs. Même si la finalité est le bio, qui devrait être juste l'agriculture normale, il faut passer par le conventionnel. Oui, complètement, parce que nos agriculteurs de demain, nos jeunes agriculteurs vont arriver des fois sur des exploitations qui ne sont pas encore converties ou en cours de conversion. Et il faut qu'ils sachent faire le conventionnel. Et en vivre déjà avant la conversion. En vivre déjà avant la conversion. Merci beaucoup, Nathalie Delat, de m'avoir reçu et accompagné dans votre Gironde. Et nous, on se retrouve bientôt sur Public Sénat avec des producteurs aussi passionnants et des sénateurs et sénatrices aussi passionnés que Nathalie. À bientôt.